Bien, écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Nous poursuivons les présentations de ce module néphrométabolique avec une présentation sur les urgences métaboliques réalisée par le docteur Nike Biget, qui travaille en réanimation à l'IGR et qui est néphrologue de formation. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions au cours de la présentation sur le module questions-réponses et puis je les relayerai à la fin de la présentation et on en discutera ensemble. Merci beaucoup, Nike, et à toi la parole. Merci. Merci Alexandre et merci au Seigneur de m'avoir invité pour ce webinaire. Donc, il va s'articuler sur des cas cliniques interactifs. Donc, je vous invite à flasher le QR code pour accéder à WooClap et pouvoir répondre aux questions. Donc, je vous laisse quelques secondes pour le flasher et vous connecter. Je pense que ça va être bon pour tout le monde. Le code sera rappelé sur les questions ultérieurement. Donc, on va commencer cette présentation par un premier cas clinique. Donc, il s'agit d'un patient de 69 ans qui est porteur d'un carcinome neuroendocrine pulmonaire à petites cellules diagnostiqué en février 2022 avec une volumineuse masse pulmonaire et des adénopathies médiastinales pour lequel il va recevoir un traitement par radiochimiothérapie concomitante jusqu'à juin 2022. Et puis, en octobre, il présente de nouvelles lésions hépatiques et donc un nouveau traitement est envisagé, n'est pas encore débuté. Début novembre, il présente des troubles de l'équilibre et le 5 novembre, il consulte aux urgences. À l'examen clinique, on retrouve une petite hypertension artérielle, une fréquence cardiaque à 95 par minute. Il n'y a pas de signe d'hypoperfusion périphérique, pas d'œdème des membres inférieurs. L'examen clinique cardio-pulmonaire est normal et le patient est conscient et orienté. Il ne présente pas de déficit focal, mais il a du mal à se tenir debout. Donc, voici sa biologie qui révèle une hyponatrémie profonde à 110 mmol par litre, une hypochlorémie à 77 micromol par litre, une petite hypophosphatémie, et on récupère la natrémie antérieure qu'on avait un mois auparavant qui était normale. Donc, la première question que je vous pose, c'est quel élément vous manque et que vous devez recueillir absolument et au plus vite au lit du patient? Ah, yes. Il y a une réponse glycémie. Le volume extracellulaire, alors on avait déjà des informations puisqu'on avait une petite hypertension artérielle, pas d'œdème, pas de signe d'hypoperfusion périphérique. La majorité d'entre vous répondent glycémie. On va aller assez vite, mais effectivement, l'élément qui doit être recueilli au plus vite au lit du patient, c'est la glycémie capillaire, d'une part, parce qu'il y a des troubles neurologiques, et d'autre part, ça va vous permettre d'être certain qu'il n'y ait pas d'hyponatrémie iso-hyperosmolaire. Néanmoins, sur une natrémie à 110 mmol par litre, il est quand même assez rare qu'elle soit expliquée par une hyperglycémie, puisque ça ferait une glycémie aux alentours de 70 mmol par litre. Alors, on continue. Donc, voici la suite de la biologie. Donc, il y a une protilémie à 73 grammes par litre. Donc, je vous ai dit la glycémie qui est normale à 7,2 mmol par litre. L'osmolarité plasmatique est abaissée à 239 milliosmoles par litre. Voici les résultats du ionogramme urinaire et de l'osmolarité urinaire qui a été calculée à 468 milliosmoles par litre. Et donc, est-ce que cette osmolarité urinaire inadaptée à l'osmolarité plasmatique signe pour vous un syndrome de sécrétion inappropriée d'ADH? C'est un petit peu de temps de réponse. Pour l'instant, vous dites, pour vous, la réponse est juste. On va passer à la réponse. Donc, la réponse, c'est faux. Pourquoi? Parce que l'osmolarité et l'osmolarité
urinaire est régulée par la sécrétion de l'ADH, qui elle-même est régulée par deux facteurs, l'osmolalité plasmatique, mais aussi par la volémie. Donc, vous voyez sur le schéma de gauche la concentration d'ADH ainsi que l'osmolalité urinaire en fonction de l'osmolalité plasmatique. Et puis, vous voyez également sur le schéma de droite que vous avez donc l'osmolalité plasmatique en abscisse, la sécrétion d'ADH en ordonnée, et vous voyez que la pente et la courbe qui relie l'osmolalité plasmatique à l'ADH circulante va varier également en fonction de l'hypovolémie et de l'hypervolémie. Donc, chez un patient normal, vous voyez que la production d'ADH va augmenter rapidement avec l'osmolalité plasmatique, mais vous voyez que la pente de cette courbe est beaucoup plus raide en cas d'hypovolémie parce que la sécrétion d'ADH est également stimulée par l'hypovolémie. Et donc, l'osmolalité urinaire peut également être adaptée à une hypovolémie et ne signe pas toujours un syndrome de sécrétion inappropriée d'ADH. Donc, je vous rappelle l'algorithme diagnostique pour réfléchir sur l'étiologie d'une hyponatrémie. Donc, quand vous constatez une hyponatrémie, vous devez tout d'abord éliminer une pseudo-hyponatrémie ou une hyponatrémie non hypoosmolaire en regardant la glycémie, les protides, les lipides et idéalement en demandant au laboratoire de mesurer l'osmolalité plasmatique. Si ensuite vous confirmez le diagnostic d'hyponatrémie hypoosmolaire, il faut ensuite analyser l'osmolalité urinaire et là on se trouve dans trois cas de figure. La première, tout à droite en jaune, c'est lorsque l'osmolalité urinaire est effondrée inférieure à 100 milliosmoles par kilo et donc totalement adaptée à l'osmolalité plasmatique. Et dans ces cas-là, on peut évoquer trois diagnostics, la potomanie, le Tientos syndrome et le syndrome des buveurs de bière. Ensuite, lorsque l'osmolalité urinaire est supérieure à 100 milliosmoles par kilo et qu'elle est inadaptée à l'osmolalité plasmatique, c'est-à-dire qu'elle est supérieure à l'osmolalité plasmatique, comme dans le cas de notre patient, on doit ensuite évaluer le volume extracellulaire. Si la volémie est abaissée, à ce moment-là, ça veut dire qu'on est dans le cas d'une hyponatrémie hypoosmolaire liée à de la dilution par une sécrétion d'ADH qui est adaptée à la volémie. Et pour connaître l'étiologie de l'hypovolémie, vous regardez la natriurèse. Si celle-ci est inférieure à 20 millimoles par litre, il s'agit de perte digestive. Et si elle est supérieure à 20 millimoles par litre, il s'agit de perte rénale liée soit à la prise de diurétique, soit à une insuffisance surrénalienne, à une néphropathie par perte de sel ou un salt cerebral wasting syndrome. En cas d'hypervolémie, on va retenir les diagnostics d'insuffisance cardiaque, de cirrhose ou d'insuffisance hépatique, de syndrome néphrotique ou d'insuffisance rénale chronique. Et enfin, en cas de volémie, deux diagnostics sont possibles, le syndrome de sécrétion inappropriée d'ADH et l'hypothyroïdie. Donc, vous voyez qu'une osmolalité urinaire élevée ne signe pas toujours un syndrome de sécrétion inappropriée d'ADH. Et enfin, la troisième possibilité, c'est lorsque l'osmolalité urinaire n'est pas effondrée, elle est supérieure à 100 milliosmoles par kilo, mais elle reste adaptée à l'osmolalité plasmatique puisqu'elle est inférieure à l'osmolalité plasmatique. Et bien souvent, dans cette situation qui est représentée en vert sur l'algorithme, eh bien, on aura un mélange d'hypovolémie et d'apport inadéquat d'eau par rapport aux apports osmolaires. Et donc, on fera le diagnostic en faisant un test de remplissage et notamment à l'interrogatoire et à l'examen clinique. Donc, si on continue sur les critères diagnostiques du SI-ADH, donc il faut avoir une osmolalité plasmatique inférieure à 275 milliosmoles par kilo, une osmolalité urinaire qui est inadaptée, une euvolémie clinique, une natriurèse supérieure à 30 millimoles par litre sous réserve d'un apport normal de sodium et d'eau, avoir éliminé une hypothyroïdie, une insuffisance surrénalienne, que le patient ne prenne pas de diurétique. Et les critères supplémentaires qui peuvent vous orienter, c'est l'uricémie qui est très sensible à la dilution. Et lorsque l'uricémie est basse, inférieure à 240 micromoles par litre, c'est en faveur d'un diagnostic de SI-ADH. Une urée diminuée. Et surtout, ce qui est important, c'est de faire un test de remplissage avec du NaCl. Et l'absence de correction de l'hyponatrémie après un remplissage par NaCl est également un argument en faveur d'un SI-ADH. Enfin, il y a d'autres éléments urinaires, la fraction excrétée du sodium, la fraction excrétée de l'urée, la fraction excrétée de l'acide urique et l'absence de correction de l'hyponatrémie après restriction urique.
Alors, je voulais attirer votre attention sur la différence entre une fausse ou une pseudo-hyponatrémie et une hyponatrémie non hypoosmolaire, et de l'importance de mesurer l'osmolalité plasmatique au laboratoire et de ne pas vous contenter du calcul de l'osmolarité plasmatique. Donc, la fausse ou la pseudo-hyponatrémie peut d'abord être liée à une erreur de prélèvement, avec un prélèvement en fait qui a été réalisé soit sur le cathéter de perfusion, soit en amont de la perfusion hypotonique. Et dans ce cas-là, vous aurez bien sûr une dilution de votre prélèvement et un prélèvement qui est erroné. Et ce qu'on considère habituellement comme une pseudo-hyponatrémie, c'est ce qu'on observe lorsqu'il y a une augmentation de la phase solide du plasma. Donc, c'est ce que vous voyez sur le dessin qui est ici. Donc, vous voyez que pour pouvoir réaliser le dosage au laboratoire, on va rajouter un diluant dans le tube. Et ce volume de diluant va être le même sur tous les tubes. Et si on est en présence d'un patient qui a une phase solide plasmatique qui est augmentée par une hyperlipémie ou une hyperprotidémie, eh bien, en fait, le volume de diluant va surdiluer la phase liquide du plasma et donc on va sous-estimer de façon erronée la natrémie, et c'est ça qu'on appelle une pseudo-hyponatrémie. L'hyponatrémie non hypoosmolaire est, elle, une vraie hyponatrémie de dilution et qui est liée à l'augmentation d'autres osmoles dans le plasma. Classiquement, c'est le glucose, mais ça peut être aussi les cétones ou des osmoles exogènes, comme les alcools forts, par exemple. Et donc, vous pouvez, lorsqu'il y a une hyperglycémie, calculer la natrémie corrigée par la glycémie, qui correspond à la natrémie qu'on obtiendrait avec une glycémie normale, qui va pouvoir vous orienter sur l'existence d'une hyponatrémie iso ou hyperosmolaire. Alors, on va revenir au cas clinique que je vous ai présenté. Donc, le patient est conscient et orienté, il n'a pas de céphalée, pas de nausée, pas de vomissement, mais il a du mal à se tenir debout et à marcher. Je vous rappelle son bilan biologique. Est-ce que pour vous, il y a une indication à un traitement par NaCO hypertonique en urgence? On va continuer. On voit que là, les résultats sont un peu plus contrastés, mais les 3/4 d'entre vous qui ont répondu non ont répondu correctement. Donc, je vous rappelle les indications de la perfusion de NaCl hypertonique, c'est dans les hyponatrémies sévères ou modérément sévères, qui sont définies en fait par des critères cliniques d'hypertension intracrânienne qui sont liés à l'œdème cérébral induit par l'hyponatrémie. Et donc, ces critères sont la présence de troubles de la conscience, voire d'un coma, de convulsions, des vomissements, des céphalées, une confusion et éventuellement des nausées sans vomissement. Et ça peut aller jusqu'à l'arrêt cardio-respiratoire. Et donc, c'est uniquement dans ces indications qu'il existe en urgence une indication au NaCl hypertonique. Donc, en pratique, le NaCl hypertonique, on utilise du NaCl 3%. Donc, je vous rappelle qu'il est indiqué en cas d'hyponatrémie sévère ou modérément sévère. Il est recommandé de perfuser 150 ml de NaCl 3% ou 2 ml/kg en 20 minutes, puis de réévaluer à l'issue de cette perfusion et vraiment tout de suite à la fin de la perfusion, la réponse clinique du patient, puisque l'objectif est avant tout de corriger les signes cliniques d'hyponatrémie sévère et puis également de contrôler l'anatrémie à la fin de la perfusion. Il ne vaut mieux pas utiliser des formules qui permettent d'évaluer la quantité de sodium à apporter, notamment la formule d'adroguemadiase, qui ont tendance en fait à surestimer les besoins en sodium. Et le risque, si on applique ces formules, c'est d'obtenir une élévation trop importante de l'anatrémie et une correction trop rapide. Lorsqu'on a fait cette première perfusion de NaCl hypertonique, on peut répéter le traitement si les symptômes du patient ne se sont pas amendés ou si on a obtenu une correction que très modérée de la natrémie. Et donc, je vous rappelle les objectifs d'augmentation de la natrémie. C'est 1,5 à 2 mmol par heure sur les 3 à 4 premières heures de traitement, 10 mmol par litre, 10 mmol au total pendant les 24 premières heures,
puis 8 millimoles pendant les 24 heures suivantes. Alors, pourquoi il est important de respecter cette correction progressive de la natrémie? Vous le savez, c'est pour éviter la myélinolyse centro- et extrapontine qui survient lors de la correction trop rapide d'une hyponatrémie. Vous savez que les cellules cérébrales tolèrent extrêmement mal l'œdème cérébral et donc elles vont mettre en œuvre des mécanismes de compensation pour limiter l'œdème cérébral. Donc, elles vont d'abord s'adapter rapidement en libérant du sodium, du potassium et du chlore, et puis secondairement perdre des osmolytes organiques. Et lorsque on va corriger trop vite la natrémie, les cellules cérébrales qui ont mis en œuvre ces mécanismes adaptatifs ne vont pas pouvoir les corriger tout de suite. Et c'est dans cette situation que survient la démyélinisation osmotique, la myélinolyse centro-extrapontine. Les facteurs de risque identifiés sont l'alcoolémie, les pathologies hépatiques, les carences vitaminiques et la carence potassique, et bien sûr la rapidité de la correction de la natrémie. Et donc pour l'éviter, il faut vraiment corriger de façon très mesurée la natrémie, supplémenter les patients en vitamines B1, B6 et PP et supplémenter en potassium. Et bien sûr, surveiller de façon très rapprochée la natrémie, c'est toutes les 4 heures au cours des 24-48 heures de prise en charge. Et si vous constatez que la natrémie s'est corrigée trop rapidement, il ne faut pas attendre que le patient développe des signes de myélinolyse centro-extrapontine. Et bien, pour éviter que cette complication ne survienne, il faut réinduire l'hyponatrémie, soit en perfusant un soluté hypotonique, soit en administrant de la desmopressine et bien sûr en monitorant de façon très rapprochée la natrémie du patient. Alors finalement, pour le patient, le diagnostic de SIADH paranéoplasique est retenu. Le traitement qui a été mis en place, c'est une restriction hydrique à 500 ml par jour et une perfusion de NaCl 9 pour 1000 ml par jour. Et sous ce traitement, la natrémie reste à 110 mmol par litre. Et c'est à ce moment-là en fait, que l'équipe de réanimation est appelée devant en fait, la stagnation de la natrémie. Alors, à votre avis, quelles sont les options thérapeutiques? Est-ce que vous arrêtez la perfusion de NaCl 0,9%? Est-ce que vous recommandez la prescription d'urépéros, du NaCl-péros, des diurétiques de Lens, des antagonistes des récepteurs de l'ADH, les Vaptan, de la déméclocycline ou du lithium? Je pense qu'on va passer... Ah, il y a encore quelques répondants. Je pense qu'on va passer aux réponses. Donc, il y a un peu plus de la moitié d'entre vous qui proposent des Vaptan, un tiers de l'urépéros, 20% l'arrêt de la perfusion et puis les autres traitements. Donc, en fait, en première intention, ce qu'il faut faire, c'est arrêter la perfusion de NaCl à 9 pour 1000. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le SIADH, tout soluté que vous allez perfuser va entretenir l'hyponatrémie puisque le patient, en fait, va retenir l'eau et éliminer, en l'occurrence, le sodium. Et donc, dans la prise en charge du syndrome de sécrétion inappropriée d'ADH, en première intention, il convient de demander au patient d'appliquer une restriction hydrique, mais aussi de limiter tous les fluides intraveineux au minimum. Et probablement que l'échec d'augmentation de la natrémie est en partie lié au fait qu'on a entretenu l'hyponatrémie par la perfusion de NaCl 9 pour 1000. Donc, en première intention, on va arrêter cette perfusion et maintenir la restriction hydrique. Si, malgré cela, la natrémie reste basse, les deux traitements qui sont proposés en première intention sur l'administration d'urépéros, alors ce qui est assez désagréable pour les patients parce que c'est un goût très désagréable, ou l'association de comprimés de NaCl avec des diurétiques de Lens. Et les antagonistes des récepteurs de l'ADH, les Vaptan, ne sont pas recommandés en première intention puisqu'ils risquent d'entraîner une augmentation trop rapide de la natrémie, donc ils ne sont pas recommandés en première intention. Et enfin, la déméclocycline et le lithium
sont 2 traitements qui peuvent entraîner un diabète insipide néphrogénique qui va potentiellement permettre de corriger la natrémie, mais avec une néphrotoxicité importante et une maîtrise de l'augmentation de la natrémie qui est très aléatoire, et donc ces traitements ne sont pas recommandés. Et donc, en résumé, voici la stratégie de prise en charge de l'hyponatrémie. Donc, la première chose, c'est d'évaluer la tolérance du patient et les signes de gravité s'il y a des signes en faveur d'un œdème cérébral. Si c'est le cas, il faut administrer du NaCl hypertonique à 3%, 150 ml ou 2 ml/kg en 20 minutes et ensuite réévaluer l'efficacité. Si le patient ne présente pas de signes d'œdème cérébral, eh bien, le traitement va dépendre de l'étiologie. Chez les patients qui ont une hyponatrémie sur un excès d'apport hydrique, que ce soit la potomanie, le Tiento syndrome ou le syndrome des buveurs de bière, le traitement repose sur la restriction hydrique. Attention, chez les patients potomanes, à ne pas faire une restriction hydrique trop importante parce que vous risquez d'être confronté à des élévations de la natrémie extrêmement brutales, puisque c'est des patients qui boivent 10-20 litres d'eau par jour. Et donc, si vous les mettez en restriction hydrique à 500 ml par jour, la natrémie va monter en flèche. Donc, il faut faire une restriction hydrique relative par rapport à leurs apports habituels. Et chez les patients qui ont un Tiento syndrome ou un syndrome des buveurs de bière, c'est-à-dire qu'ils ont des apports hydriques qui sont inappropriés et trop importants au regard de leurs apports osmolaires, il faut, en plus de la restriction hydrique, majorer les apports osmolaires, donc soit en sodium, soit en protéines, c'est-à-dire en augmentant les apports alimentaires. Chez les patients qui ont une osmolalité urinaire élevée, eh bien, la prise en charge va dépendre de l'étiologie. Chez les patients hypovolimiques, le traitement repose sur la réhydratation par du NaCl 9 pour 1000. On l'a vu chez les patients euvolémiques par la restriction hydrique, en plus du traitement étiologique. Et chez les patients en hypervolémie, le traitement repose sur la restriction hydrique associée au diurétique de Lens. Et bien sûr, dans tous les cas, il faut absolument identifier et traiter la cause. Pour résumer les principes de la prise en charge de l'hyponatrémie, l'urgence, c'est vraiment d'évaluer la tolérance clinique et s'il y a des signes d'hypertension intracrânienne, et on ne fera un traitement par NaCl hypertonique que dans cette situation. Si vous constatez une hyponatrémie qui est surprenante ou qui paraît trop importante au regard des signes neurologiques, vérifiez que le prélèvement a été fait correctement et n'hésitez pas à contrôler le prélèvement. Faites systématiquement une glycémie capillaire. Pensez à récupérer les natrémies antérieures pour évaluer la vitesse d'installation de l'hyponatrémie. Et puis, on n'en a pas parlé, mais c'est extrêmement important de bien interroger les patients. Ça va vous orienter pour le diagnostic étiologique. Il faut les interroger sur leurs apports hydriques, les apports osmolaires, le délai d'apparition des symptômes, les médicaments. Et chez les patients hospitalisés qui développent une hyponatrémie en cours d'hospitalisation, il faut vraiment analyser toutes les perfusions qui ont été administrées pendant l'hospitalisation ainsi que les médicaments. Ensuite, pour aboutir au diagnostic, il faut bien appliquer l'algorithme diagnostique. Pensez à toujours doser la TSH. Et puis, pour éviter la survenue d'une myélinolyse centro- ou extrapontine, eh bien, retenez qu'il faut une correction vraiment très lente de la natrémie. Donc, c'est maximum 10 millimoles le premier jour en cas d'hyponatrémie sévère avec des signes de mauvaise tolérance. Sinon, c'est beaucoup plus bas, c'est entre 1 et 2 millimoles par jour. Pensez à bien supplémenter les patients en vitamines, surtout s'il s'agit de patients dénutris ou alcooliques, et en potassium. Et puis, si malheureusement la natrémie s'est corrigée trop rapidement, eh bien, il faut faire rebaisser la natrémie en administrant soit un soluté hypotonique, soit de la desmopressine. Et puis, en cas de SIADH, pensez bien à restreindre les apports hydriques, y compris intraveineux. Vous avez peut-être, Alexandre, on peut faire une pause sur l'hyponatrémie s'il y a des questions. Ou est-ce qu'on continue et on fait toutes les questions à la fin? Oui, peut-être, parce que là, il n'y a pas de, pour l'instant, D'accord. pas de questions. C'était extrêmement clair, hein. Vraiment, c'était extrêmement clair. Si vous avez des questions brûlantes, n'hésitez pas. On pourra Bon, a on pourra les priori, reposer à la fin. ça sera à la fin. Donc, on va passer à un second cas clinique.
Donc, c'est un patient de 65 ans qui est conduit aux urgences pour malaise. C'est un monsieur qui fume, qui a une hypertension artérielle ancienne, peut-être une maladie rénale, mais qui ne voit plus de médecin, il ne prend plus de traitement depuis très longtemps. Quand il arrive aux urgences, il est hyper tendu, il a une glycémie normale, il a 90 de SAT en air ambiant avec une fréquence respiratoire à 25 par minute et des crépitants, des œdèmes des membres inférieurs, et il est ralenti, mais sans déficit focal ni signe de désorientation temporo-spatiale. Voici son ECG, que je vous laisse regarder un tout petit peu. Et donc, quel est votre diagnostic? J'ai affiché en plus grand ECG, mais je ne vois pas les réponses. Ah, excusez-moi. Alors, un press, une hypokaliémie. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Est-ce que vous voulez que je vous remette l'ECG? Je remets l'ECG. Donc, l'ECG qui montre une fréquence cardiaque autour de 75 par minute, des QRS très larges, pas d'onde P, des ondes T qui semblent extrêmement pointues. Alors, les réponses sont assez partagées. On a 3 hyperkaliémies, 2 hypokaliémies, un press. Est-ce que vous avez d'autres idées? On a quand même une majorité d'hyperkaliémies, un OAP, oui. Donc, sur la question portait plutôt sur les anomalies électrocardiographiques. Et donc, effectivement, le diagnostic, c'est une hyperkaliémie menaçante, puisque si on revient sur l'électrocardiogramme, donc vous voyez que on a en fait un bloc sino-atrial avec une disparition des ondes P. Vous voyez des QRS qui sont extrêmement élargis de façon diffuse dans toutes les dérivations avec des ondes T qui sont extrêmement positives. Et donc, cette ECG évoque une hyperkaliémie. Et donc, la question, c'est quel traitement médicamenteux réalisez-vous en urgence? Alors, il y a beaucoup de propositions. Est-ce que vous faites du gluconate de calcium sur 30 minutes? Du gluconate de calcium en IVD, des aérosols de terbutaline, c'est 5 mg ou 20 mg. Est-ce que vous lui donnez du kayexalate? Est-ce que vous faites du glucose et insuline avec 2 préparations possibles, 500 ml de G30 et 30 unités de rapide, ou alors 500 ml de G10 et 15 unités d'insuline rapide? Et est-ce que vous faites du bicarbonate de sodium? Et si oui, 14 pour 1000, 42 pour 1000 ou 84 pour 1000? N'hésitez pas à répondre, hein. Alors, vous faites pour la plupart du gluconate de calcium, mais avec 2 modes d'administration possibles, de la terbutaline, beaucoup de G10 avec 15 unités d'insuline rapide et un peu de bicarbonate. Alors, on va passer aux bonnes réponses. Donc, les bonnes réponses, c'était du gluconate de calcium en intraveineux direct. Donc, l'objectif du gluconate de calcium, on va le voir et on va voir comment ça marche, mais c'est de faire régresser l'effet de l'hyperkaliémie sur les cellules myocardiques et de faire régresser les signes électrocardiographiques. Ça n'a pas d'intérêt chez les patients qui n'ont pas de signe ECG d'hyperkaliémie. Et l'objectif, c'est d'avoir un traitement le plus efficace le plus rapidement possible pour éviter l'arrêt cardiaque. Donc, c'est un traitement qu'il faut administrer très vite. Et donc, il ne faut pas l'administrer sur 30 minutes. Il faut bien que vous précisiez aux infirmières, quand vous prenez en charge une hyperkaliémie, d'administrer très rapidement le gluconate de calcium. Alors, les bêta-2 mimétiques, on va le voir, ils stimulent la pompe NAK-ATPase et pour avoir une efficacité sur l'hyperkaliémie, il faut administrer
de forte dose. Donc, c'est 20 mg en aérosol. Donc, ça correspond à 4 ampoules que vous mettez dans le petit réceptacle de l'aérosol. Et vous allez laisser l'aérosol agir. Ça va durer environ 30 minutes. Le glucosé à insuline, alors on analyse plutôt 500 ml de G10 avec 15 unités d'insuline rapide. Pourquoi pas plus? Parce qu'il n'a pas été démontré qu'augmenter la dose d'insuline est plus efficace. En revanche, ça entraîne des hyperglycémies plus importantes et il y a probablement en fait un effet seuil de l'insuline au-delà duquel en fait augmenter les doses d'insuline ne sert à rien à part à faire des complications. Donc on va voir pourquoi on utilise ces traitements. Et pour essayer de comprendre pourquoi on utilise ces traitements, on va revoir la physiopathologie de l'hyperkaliémie et son retentissement sur les cardiomyocytes. Donc, ce qui se passe quand on a une hyperkaliémie, eh bien, il y a une augmentation du potentiel de repos transmembranaire qui va devenir moins négatif. C'est ce que vous voyez ici et également ici, puisque vous allez diminuer la différence de concentration en potassium qui existe entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. Cette augmentation du potentiel de repos transmembranaire va diminuer le nombre de canaux sodiques qui vont être recrutés à la phase 0 du potentiel d'action. Et donc, ça va diminuer la vitesse de dépolarisation que vous pouvez voir ici sur ce graphique. Et cette diminution de la vitesse de dépolarisation va ralentir la conduction entre les myocytes et diminuer l'amplitude du potentiel d'action. Et c'est ça qui va conduire aux troubles conductifs qui sont observés au cours de l'hyperkaliémie. Et donc, comment fonctionnent les sels de calcium? Eh bien, les sels de calcium, ils fonctionnent en fait quand le calcium va rentrer à l'intérieur de la cellule, il va permettre d'augmenter en fait l'entrée du sodium à l'intérieur de la cellule, ce qui va en fait restaurer le potentiel de repos transmembranaire et donc l'excitabilité des cellules myocardiques. Et en fait, on a le même effet lorsqu'on administre un sel de sodium hypertonique. Et en fait, en administrant un sel de sodium hypertonique, on va favoriser l'entrée de sodium à l'intérieur de la cellule et donc restaurer le potentiel de repos transmembranaire et réaccélérer la vitesse de dépolarisation. Et en fait, c'est exactement le même principe que lorsqu'on administre du bicarbonate de sodium molaire dans les intoxications motricycliques. En fait, en administrant un sel de sodium ou du calcium, on va diminuer en fait l'effet stabilisant de membrane de l'hyperkaliémie. Alors, on a 3 traitements à notre disposition pour faire pénétrer le potassium à l'intérieur des cellules. Les bêta-2 mimétiques et l'insuline qui vont stimuler directement l'ANAK-ATPase et permettre de faire rentrer le potassium à l'intérieur de la cellule. Et l'administration de sel de sodium va entraîner une entrée de sodium à l'intérieur de la cellule qui va permettre en échange, grâce à l'ANAK-ATPase, de faire re-rentrer également du potassium. Alors, parmi tous ces traitements, qu'est-ce qui fonctionne le plus vite? Donc, le gluconate de calcium et les sels molaires de sodium, on l'a vu, c'est les traitements qui fonctionnent le plus rapidement. Attention, le gluconate de calcium est contre-indiqué en cas d'intoxication à la digitaline et dans ce cas, il doit être remplacé par un sel de magnésium, du chlorure ou du sulfate de magnésium. L'insuline glucose va agir entre 15 et 60 minutes. Les bêta-2 mimétiques en environ 30 minutes. Et on discutera ensuite de l'épuration extra-rénale, c'est ce qui marche le plus rapidement. Enfin, donc vous avez proposé des résines échangeuses d'ions, notamment le caïxalate. Donc l'efficacité, elle est très aléatoire, avec un délai d'action qui est très long, vous voyez, c'est 4 heures, et surtout une durée d'action qui est prolongée. Donc si vous administrez une résine échangeuse d'ions, vous n'allez pas avoir d'efficacité tout de suite, et en plus, vous risquez d'entraîner secondairement, une fois que l'hyperkaliémie sera contrôlée, d'entraîner une hypokaliémie. Donc, les résines échangeuses d'ions, le caïxalate, ce n'est pas un traitement de l'hyperkaliémie aiguë menaçante, c'est plutôt un traitement de l'hyperkaliémie chronique, notamment chez le patient insuffisant rénal chronique ou qui prend des médicaments hyperkaliémiques. Alors, on continue dans le cas clinique, le patient est transféré en réanimation. Il a été sondé et il est anurique. On a fait une échographie qui élimine une dilatation des cavités pyélocalicielles. Les signes en CG ont disparu avec le traitement médicamenteux.
Voici la gazométrie qui a été réalisée à l'arrivée aux urgences. Donc, il a une acidémie métabolique avec une lactatémie qui est discrètement augmentée. Le reste du bilan biologique est en cours. Et donc, est-ce que vous débutez une épuration extra-rénale tout de suite? Est-ce que vous attendez de connaître la valeur de la kaliémie puisque les signes ECG ont disparu pour décider si vous débutez ou non une épuration extra-rénale? Est-ce que vous attendez de connaître la fonction rénale pour débuter éventuellement une épuration extra-rénale? La majorité d'entre vous décide de débuter l'épuration extra-rénale. C'était également ma réponse. On est chez un patient qui avait quand même des signes, comme ça avait été noté par certains d'entre vous, d'œdème pulmonaire avec un monsieur qui a des œdèmes des membres inférieurs, qui a des crépitants, qui a une acidémie métabolique sur la gazométrie. On suspecte assez fortement qu'il ait une maladie rénale chronique avec une insuffisance rénale chronique et surtout, il avait une hyperkaliémie menaçante avec des signes ECG majeurs. Et alors, c'est vrai qu'on a très peu de recul, mais il est complètement anurique. Donc là, il y a vraiment une indication à débuter une épuration extra-rénale en urgence. Et donc, pour choisir quelle méthode d'épuration extra-rénale, alors idéalement, quand on est face à une hyperkaliémie menaçante, il vaut mieux utiliser l'hémodialyse intermittente. Donc, vous voyez sur ces courbes l'évolution de la kaliémie selon la méthode d'épuration extra-rénale qui est utilisée. Ici, c'est l'hémodialyse intermittente. Ici, c'est l'hémodiafiltration continue et ici, l'hémofiltration continue. Alors, attention, l'échelle de temps n'est pas la même. Vous voyez qu'ici, on est sur une échelle de 4 heures, ici 12 heures, ici 24 heures. Et vous voyez que la kaliémie, c'est vraiment l'hémodialyse intermittente qui permet de faire baisser le plus rapidement possible l'hyperkaliémie, mais avec parfois un risque de rebond, puisque à l'issue de l'hémodialyse intermittente, le potassium qui était présent dans le secteur intracellulaire va ressortir dans le secteur extracellulaire et donc il y a un risque d'hyperkaliémie de rebond, en particulier chez les patients qui avaient une insuffisance rénale avec une hypercalicité très importante. Donc attention à ce risque de rebond. Mais vous voyez néanmoins qu'avec les techniques continues, on arrive quand même à obtenir une décroissance relativement rapide de la kaliémie. Et donc, si vous êtes dans une réanimation qui ne dispose que de techniques continues, eh bien, si vous utilisez une technique continue avec un débit sanguin élevé et un débit de réinjection élevé, voire si possible de l'hémodiafiltration, eh bien, vous allez quand même obtenir une baisse de la kaliémie qui va pouvoir permettre aux patients de revenir en sécurité assez rapidement. Donc, en conclusion sur l'hyperkaliémie, donc l'hyperkaliémie menaçante, il faut bien connaître les signes électrocardiographiques parce qu'il faut débuter le traitement en urgence sans attendre la valeur de la kaliémie pour éviter un arrêt cardiaque inopiné. Le gluconate de calcium, c'est vraiment le traitement du retentissement myocardique de l'hyperkaliémie. Ça n'a d'intérêt que s'il y a des signes ECG. Et il faut administrer donc une ampoule de gluconate de calcium à 10% en IVD ou sur 2 minutes. Le traitement médicamenteux, s'il y a des signes ECG, doit être systématique. Le glucosé insuline, il n'y a pas de contre-indication en dehors de l'hypoglycémie. Les bêta-2 inhalés, il n'y a pas de contre-indication, donc vous mettez 4 ampoules de ventoline ou ou de bricanil dans votre aérosol que vous administrez en continu. Pour le bicarbonate de sodium, finalement, l'intérêt quand on perfuse du bicarbonate molaire, c'est probablement plutôt de restaurer le potentiel de membrane que de corriger une acidose associée. L'indication du bicarbonate de sodium, c'est plutôt s'il y a une acidose associée et dans ce cas-là, utiliser du bicar semi-molaire ou molaire. Et par contre, chez un patient qui est déjà en OAP, à risque d'OAP, je vous déconseille de l'utiliser parce que vous risquez d'aggraver la situation et c'est la raison pour laquelle je n'avais pas retenu ce traitement dans le cadre du patient.
Et enfin, l'épuration extra-rénale en urgence, elle est indiquée donc s'il y a des signes ECG, une hyperkaliémie menaçante. En l'absence de réponse au traitement médicamenteux sur une hyperkaliémie supérieure à 6-7 sans signe ECG, et chez les patients oligo-anuriques qui restent hyperkaliémiques avec le traitement médicamenteux. Alors, je crois qu'il y a des questions. Oui, tout à fait. Il y a 3 questions. Est-ce que tu arrives à les lire? Comment expliquer Alors, voilà. Vas-y. Alors, la tachycardie à QRS large. Alors, il n'y avait pas de tachycardie. Alors, attendez, j'ai peut-être fait une faute de frappe sur le cas clinique. Je reviens en arrière. Donc, sur le CG, il y avait une fréquence cardiaque à 75 par minute. Donc, non, il y avait... Écoutez, il n'y a pas de tachycardie. Hein. Sur le CG, il y a une fréquence cardiaque à 75 par minute. Donc, ce n'est pas une tachycardie. Vous voyez, vous avez des QRS élargis avec des troubles de la conduction auriculo-ventriculaire avec une disparition de l'onde. Pourquoi le gluconate de calcium est contre-indiqué en cas d'intoxication à la digitaline? En fait, ça va aggraver l'intoxication à la digitaline parce qu'en fait, ça va encore plus bloquer la pompe NAK-ATPase. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas utiliser un sel de calcium, mais le remplacer par un sel de magnésium qui va avoir en fait le même effet que le calcium sur la restauration du potentiel de membrane. Y a-t-il intérêt à administrer du gluconate de calcium sur un arrêt cardiaque sur hyperkaliémie menaçante? Oui. Et dans quelle temporalité? Si tu penses que la cause de l'arrêt cardiaque est une hyperkaliémie menaçante, il faut le faire rapidement, tout de suite. Il y a d'autres questions? A priori, pas d'autres questions. On va avancer. Il nous reste 15 minutes. Alors, on vous propose un troisième cas clinique. Donc, c'est un monsieur de 56 ans qui consulte aux urgences pour des vertiges. C'est un monsieur qui est hyper tendu, qui a un syndrome dépressif, qui a lui aussi un cancer du poumon à petites cellules métastatiques. Il est fumeur et donc voici son traitement habituel, un bêta-bloquant, du furosemide, du bromazépam, de l'amiancérine, de l'oméprazole et de la prednisone. Donc l'histoire de la maladie, c'est 1 mois avant sa consultation aux urgences, il a débuté une chimiothérapie par étoposide et cisplatine associée à une corticothérapie à 1 mg/kg. Une semaine avant la consultation aux urgences, il a des troubles du sommeil, une anorexie, une asthénie. Et 1 heure avant, il a eu un épisode de palpitation avec des vertiges, des sueurs, des crampes, des paresthésies des mains. Quand il arrive aux urgences, il a une glycémie normale, des paramètres vitaux qui sont normaux et un examen qui est décrit comme normal. Voici son électrocardiogramme. Je vous laisse regarder un tout petit peu. Et donc, à votre avis, quelles sont les anomalies métaboliques qui pourraient être à l'origine de ces symptômes? Est-ce que ça peut être une hyponatrémie, une hypernatrémie, une hyperkaliémie, une hypokaliémie, une hypercalcémie, une hypocalcémie ou une hypomagnésémie? Vous pouvez répondre. Enfin, il y a plusieurs réponses possibles. Alors, la majorité d'entre vous répond hypercalcémie, et puis hypocalcémie, hypokaliémie, hypomagnésémie. Alors, je pense que pour l'hypercalcémie, vous êtes influencé par le contexte clinique. Alors, on va juste revenir sur l'électrocardiogramme. Donc, cliniquement, c'est un patient qui a des paresthésies, des crampes, qui a eu un épisode de malaise avec des palpitations. Sur le CG, vous voyez qu'il y a un sous-décalage ST qui est assez diffus. Il a 2 extrasystoles ventriculaires. Et puis, alors,
croyez-moi, mais il a un QT qui est allongé. Et donc, devant tous ces symptômes, effectivement, vous avez raison, on exclut des anomalies du sodium puisque ça ne peut pas expliquer des anomalies ECG. Et on va évoquer une hypokaliémie, une hypocalcémie. L'hypercalcémie, elle entraîne un raccourcissement de l'espace QT et plutôt des troubles du rythme supraventriculaire. Et l'hypomagnésémie peut être également responsable de ces troubles. Alors, je l'ai mis en italique parce qu'en fait, dans la plupart des cas, les hypomagnésémies symptomatiques le sont quand elles sont associées à une hypokaliémie et une hypocalcémie. Et donc, il est difficile de savoir si c'est la conséquence de l'hypomagnésémie elle-même ou plutôt de l'hypokaliémie et de l'hypocalcémie qui sont secondaires à l'hypomagnésémie. Alors, voici la biologie du patient. Donc, il a une natrémie normale, il a une calémie effondrée à 1,5 mmol par litre. Vous voyez également une alcalémie assez marquée avec un pH à 7,65. Cette alcalémie, elle est d'origine métabolique avec des bicarbonates à 54 mmol par litre. Une PCO2, enfin une hypoventilation alvéolaire qui est adaptée à cette alcalémie métabolique. 40 minutes après son arrivée aux urgences, le patient il va présenter un malaise qui va être spontanément résolutif. Et en père critique, on enregistre le tracé suivant. Quelle est votre prise en charge? Est-ce que vous lui administrez de l'amiodarone? Est-ce que vous faites un choc électrique externe? Est-ce que vous perfusez du magnésium? Donc, je vous rappelle que le patient, le malaise est résolutif et le CG est revenu à son état antérieur. Donc, amiodarone, choc électrique externe, perfusion de magnésium, perfusion de potassium, gluconate de calcium. On va avancer puisqu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Donc, vous avez raison, hein, il faut perfuser du magnésium et du potassium. Donc, je vous rappelle le traitement de la torsade de pointe. Donc, c'est une torsade de pointe et le traitement repose sur la perfusion de magnésium. Ici, vous saviez que le patient avait une hypokaliémie et qu'elle est profonde. Hein, il a 1,5 mmol par litre. Donc, il faut absolument le supplémenter en potassium. Le choc électrique externe, il est indiqué que si la torsade de pointe se complique d'un arrêt cardio-respiratoire, ce qui est extrêmement rare. L'amiodarone, il ne faut pas en administrer parce qu'elle va contribuer à l'allongement du QT et donc aggraver la situation et favoriser la survenue de nouvelles torsades de pointe. Et le gluconate de calcium n'a pas d'intérêt dans cette situation. Alors finalement, pour ce patient, on a retenu le diagnostic de syndrome de Cushing ACTH dépendant, ce qui va expliquer donc le tableau avec une alcalémie métabolique majeure, l'hypokaliémie, et il avait également un signe clinique qui nous avait orienté vers le diagnostic puisqu'il avait une mélanodermie avec une hyperpigmentation des plis qui sont liées à la production d'ACTH. Et alors, pourquoi c'est survenu un mois après la première cure de chimiothérapie? Eh bien, parce qu'en fait, la chimiothérapie a favorisé le relargage d'ACTH sur la liste des cellules tumorales. Et en fait, c'est assez classique que les syndromes paranéoplasiques s'aggravent avec la chimiothérapie de façon paradoxale, puis ensuite s'améliorent. L'hypokaliémie, elle a dû être aggravée par l'alcalémie et inversement. Hein. Vous savez que l'hypokaliémie aggrave l'alcalose et inversement, donc il y a un cercle vicieux qui s'est installé. Bien sûr, il y avait également les diurétiques qui ont aggravé l'hypokaliémie. Les troubles neuromusculaires et les anomalies cardiaques ont régressé après une supplémentation intraveineuse en potassium et en magnésium. La chimiothérapie a été poursuivie et il y a un traitement spécifique du syndrome de Cushing qui a été introduit. Donc, quelques messages clés pour l'hypokaliémie. Donc, je vous rappelle qu'il est indispensable de réaliser un électrocardiogramme devant une hypokaliémie, surtout si elle est inférieure à 3 mmol par litre. Si un patient présente une hypokaliémie, même sans signe UCG, attention aux médicaments qui allongent le QT parce que l'association de l'hypokaliémie avec des médicaments allongeant le QT favorise la survenue de torsades de pointe. La perfusion intraveineuse, pour corriger la kaliémie, elle est réservée aux patients qui ont des signes de gravité, des signes ECG ou des signes neuromusculaires. Et dans ce cas-là, il faut absolument recharger les patients par voie intraveineuse. Il faut également administrer le potassium par voie intraveineuse en cas d'hypokaliémie chez les patients qui ont des troubles digestifs.
notamment la diarrhée, parce que quand c'est une diarrhée profuse, parce que vous êtes très incertain de l'absorption digestive du potassium qu'on va administrer par voie orale. Je vous rappelle que la précaution pour éviter tout arrêt cardiaque lors de la perfusion de potassium, c'est de perfuser au maximum 1 millimol de potassium par heure. Et le chlorure de potassium, c'est un soluté qui est hypertonique, qui est vénotoxique et vésicant. Et donc, pour éviter la vénotoxicité, l'extravasation quand c'est le risque de nécrose cutanée, il faut vraiment pas dépasser une concentration de 4 grammes par litre sur une perfusion veineuse périphérique. Et puis, c'est important aussi, si vous rechargez une hypokaliémie, de bien diluer le potassium dans du NaCl, parce que si vous le diluez dans du glucosé, le glucosé que vous allez perfuser, il va stimuler la sécrétion d'insuline, qui va faire rentrer le potassium que vous administrez dans les cellules. Donc, finalement, vous allez diminuer l'efficacité de votre supplémentation potassique. Et pensez bien à supplémenter les patients en magnésium, alors soit de façon systématique ou au moins à contrôler la magnésémie, puisque si le patient a une hypomagnésémie, il va continuer en fait à perdre du potassium par voie rénale et vous n'arriverez pas à corriger la kaliémie si la magnésémie n'est pas corrigée. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Pas de questions, c'était très clair. Alors, il nous reste 7 minutes. Est-ce qu'on a le temps pour le dernier cas clinique? Oui, on a le temps. Alors, donc, le dernier cas clinique, c'est un patient de 38 ans qui est d'origine ivoirienne, qui a fait des accès palustres, qui ne prend aucun traitement et qui consulte aux urgences pour une altération de l'état général avec une majoration du volume de l'abdomen et des altradies des mains. Et donc, il y a un scanner qui est assez vite réalisé, qui retrouve des lésions osseuses lithiques, un aspect de carcinose péritonéale avec une dilatation des cavités pyélocalicielles et des adénopathies multiples. Biologiquement, il a une hypercalcémie à 3,2 mmol par litre, une phosphatémie qui est augmentée à 1,6, des LDH à plus de 1000, une insuffisance rénale avec une créatinémie à 413 micromol par litre, une kaliémie normale, des bicarbonates à 18 mmol par litre, et il a une anémie avec une hyperleucocytose, et on n'a pas plus d'informations sur la formule sanguine. Donc, il est assez rapidement transféré en réanimation pour la prise en charge de l'hypercalcémie et de l'insuffisance rénale. Et donc, la première question que je vous pose, c'est quelle est la valeur la plus fiable de la calcémie? Est-ce que c'est la calcémie totale? Est-ce que c'est la calcémie corrigée par les protides, la calcémie corrigée par l'albumine ou la calcémie ionisée? Alors, la majorité d'entre vous a raison. La valeur du calcium la plus fiable, c'est la calcémie ionisée. Alors, quand on est dans le cadre d'une hypercalcémie aussi importante que celle du patient, on n'a pas de doute sur le fait que le patient a une hypercalcémie. En revanche, quand vous avez des calcémies qui sont relativement peu augmentées ou diminuées, et quand il y a une hypoprotidémie, il vaut mieux éviter d'utiliser la calcémie corrigée par les protides ou l'albumine, parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'elle était très peu corrélée à la calcémie ionisée. Je vous rappelle que la calcémie ionisée, elle représente la forme active du calcium, puisque c'est le calcium ionisé qui va intervenir comme cofacteur de différentes fonctions cellulaires. Et donc, c'est lui finalement qui est important et pas la calcémie totale ou la calcémie corrigée. Et donc, par exemple, dans cette étude qui avait comparé la corrélation entre la calcémie corrigée par l'albumine et la calcémie ionisée, vous voyez que si on se fie à la calcémie corrigée par l'albumine, on va croire faussement à une pseudo-normocalcémie chez certains patients, alors qu'en fait, il y a une hypocalcémie. On va surdiagnostiquer des hypercalcémies qui n'existent pas. En revanche, vous voyez que chez des patients qui ont des calcémies élevées, globalement, on ne se trompe pas tellement sur le diagnostic. Mais vraiment, la valeur la plus fiable de la calcémie, c'est la calcémie ionisée. Et c'est vraiment sur la calcémie ionisée qu'il faut se baser pour faire le diagnostic d'une dyscalcémie, que ce soit une hypo ou une hyper, et pour décider d'une indication thérapeutique. C'est pas sur la calcémie corrigée par l'albumine ou par les protides, ni sur la calcémie totale. Alors, donc, chez notre patient, je vous rappelle qu'il a 38 ans, qui est ivoirien, qui a
des adénopathies, des lésions osseuses lytiques, un aspect de carcinose péritonéale, qui a donc une hypercalcémie à 3,2 mmol par litre avec des LDH augmentés et une anémie. Quelles sont, alors, parmi les hypothèses diagnostiques que je vous propose, quelle est la plus probable et classez-les par ordre de probabilité. Alors, je vous ai proposé une sarcoïdose, une hyperparathyroïdie, une hémopathie maligne, une tuberculose ou un cancer solide. Deux personnes qui ont répondu. C'est assez varié. Donc, la sarcoïdose, c'est ce que vous retenez en premier. Ensuite, c'est plutôt hyperpara. Après l'hémopathie maligne, la tuberculose et le cancer solide, si je comprends bien vos réponses. Pardon. Alors, voici les miennes. Donc, moi, en première intention, j'ai retenu plutôt une hémopathie maligne, puisqu'on a un patient qui a des adénopathies multiples, qui est jeune, qui a des lésions osseuses qui peuvent aussi rentrer dans le cadre d'une hémopathie, et surtout qui a des LDH très augmentés, ce qui est plus généralement associé à une hémopathie maligne qu'à un cancer solide. Néanmoins, le diagnostic de cancer solide était également très probable, et je l'avais mis en deuxième position. La tuberculose avec des adénopathies, des lésions osseuses, une hypercalcémie et une atteinte péritonéale chez un patient originaire d'Afrique subsaharienne, c'est possible également. La sarcoïdose est moins probable puisqu'on n'intègre pas les lésions osseuses lytiques dans ce cadre-là. Et enfin, l'hyperparathyroïdie n'expliquerait pas les adénopathies, l'aspect de carcinose péritonéale, l'insuffisance rénale. Donc, voici la démarche diagnostique devant une hypercalcémie. Donc, quand vous avez une hypercalcémie avec une calcémie totale supérieure à 2,6 mmol par litre, confirmez le diagnostic par un dosage de la calcémie ionisée qui est supérieur à 1,3 mmol par litre. Si vous avez confirmé le diagnostic, vous dosez ensuite la PTH. Si la PTH est augmentée ou anormalement normale, on va retenir le diagnostic d'hyperparathyroïdie, donc soit l'hyperparathyroïdie primitive, soit l'hyperparathyroïdie tertiaire qu'on observe chez les patients insuffisants rénaux chroniques sévères ou après une transplantation rénale, et puis beaucoup plus rarement l'hypercalcémie familiale bénigne. Si la PTH 1,84 est adaptée à la calcémie, donc diminuée, on va doser la vitamine D, donc la 25OH vitamine D2, le calcitriol, la PTHRP, et on va aboutir à 4 grandes catégories diagnostiques. Donc la synthèse paranéoplasique de PTHRP, les intoxications à la vitamine D. Quand il y a une élévation du calcitriol, c'est soit une granulomatose, comme peut l'être la sarcoïdose ou la tuberculose, ou une intoxication au calcitriol. Et puis, lorsque la vitamine D est normale et la PTHRP sont normales, on va retenir d'autres étiologies tumorales, le myélome, le lymphome THT-LV1, les métastases osseuses, mais aussi l'intoxication à la vitamine A, l'hyperthyroïdie, et ça peut être le cas de l'hypercalcémie d'immobilisation. Il y a d'autres causes qui sont beaucoup plus rares. Et donc, en réanimation, les causes les plus fréquentes sont les causes liées au cancer ou à la vitamine D, alors que dans la population générale, c'est l'hyperparathyroïdie primitive qui est la première cause d'hypercalcémie. Mais l'hyperparathyroïdie primitive est exceptionnellement responsable d'hypercalcémie sévère. Et donc, c'est beaucoup plus les cancers ou les causes liées à la vitamine D qui sont responsables d'hypercalcémie sévère qui conduisent les malades en réanimation. Et donc, voici une étude qui avait été menée par l'équipe de Saint-Louis conjointement avec l'équipe de Tenon, qui avait recensé donc 131 patients qui présentaient une hypercalcémie qui avait nécessité une admission en réanimation ou en soins intensifs, avec, vous voyez, des patients qui avaient en médiane une calcémie à 3,6, et vous voyez que les causes tumorales étaient prédominantes, avec 44% d'hémopathie, 22% de tumeurs solides, et puis d'autres diagnostics dans un tiers des cas. Les signes les plus fréquents étaient
des signes ECG divers, l'insuffisance rénale qui était assez bien répartie entre les 3 stades de gravité et les signes neurologiques. Et puis, vous voyez qu'un patient sur 5 avait des douleurs abdominales et les facteurs qui étaient associés à la mortalité, c'était la gravité des patients et le fait d'avoir une hypercalcémie associée à un cancer solide. Alors, les mécanismes de l'hypercalcémie tumorale, il y en a 4. Il y en a 2 principaux. La première, c'est l'hypercalcémie humorale qui est associée à la sécrétion de PTHRP. On va avoir essentiellement dans des adénocarcinomes ou des carcinomes épidermoïdes. Dans 20% des cas, l'hypercalcémie est liée à une ostéolyse locale, en fait par l'expression de facteurs qui vont activer les ostéoclastes et activer la transformation des ostéoblastes en ostéoclastes, soit par les cellules tumorales, soit par les cellules du stroma qui entourent la cellule tumorale. Et beaucoup plus rarement, il existe des sécrétions ectopiques de PTH ou de vitamine D. Alors, donc, pour le patient, donc, je vous rappelle, il a une calcémie à 3,2 mmol par litre. Il a une insuffisance rénale avec une créatinémie à plus de 400 micromol par litre. Et au vu des données du scanner, on s'oriente plutôt vers une origine tumorale. Alors, quel est votre traitement? Est-ce que vous administrez de la calcitonine? Est-ce que vous administrez un bisphosphonate, soit l'acide zolédronique, soit le pamidronate? Est-ce que vous le réhydratez? Est-ce que vous lui donnez des corticoïdes? Ou est-ce que vous faites une diurèse forcée au furosémide? Alors, la majorité d'entre vous fait une réhydratation, 2 tiers une épuration extra-rénale et un peu moins de 50% un bisphosphonate, l'acide zolédronique. Ah, on a un peu de diurèse forcée au Lasix, un peu de calcitonine et un peu de glucocorticoïdes. Donc, voici mes réponses et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, moi, j'ai répondu du pamidronate, une réhydratation. Alors, les glucocorticoïdes, très probablement, puisqu'on s'oriente vers une hypercalcémie d'origine tumorale. Mais attention, parce que d'une part, il faut avoir un diagnostic avant de débuter les corticoïdes, et débuter les corticoïdes pourrait masquer le diagnostic, en particulier dans une hémopathie. Et donc, débuter les corticoïdes sans étiologie, c'est discutable. Et si on est dans le cadre d'une hémopathie maligne, on peut induire un syndrome de Nice tumorale avec les corticoïdes, et donc il faudra respecter certaines précautions avant de le débuter, ou en tout cas les débuter en connaissance de cause et se préparer aux conséquences possibles du syndrome de Nice tumorale. Pour l'épuration extra-rénale, dans le cadre de l'hypercalcémie, elle est exceptionnellement nécessaire. Ce qui peut se discuter chez ce patient, et si effectivement on confirme qu'il a une hémopathie maligne, c'est de réaliser une épuration extra-rénale, non pas dans l'indication de l'hypercalcémie, mais plutôt dans l'indication du syndrome de Nice tumorale, puisqu'il avait déjà une insuffisance rénale avec des LDH augmentés. Il est exceptionnel qu'on ait besoin de recourir à l'épuration extra-rénale dans l'hypercalcémie. Alors, quels sont les traitements possibles? L'hydratation, c'est systématique. L'objectif de l'hydratation et de l'hyperhydratation, c'est de corriger la déshydratation qui a été induite par l'hypercalcémie, qui, je vous rappelle, entraîne un diabète insipide néphrogénique et une perte rénale de sodium. Et puis, certains patients ont des troubles digestifs avec des vomissements ou de la diarrhée qui vont favoriser la déshydratation. En restaurant une volémie correcte, on va augmenter le débit de filtration glomérulaire et donc l'élimination rénale de calcium. Et puis, en augmentant le débit urinaire, on va diminuer la réabsorption proximale de calcium. Donc, l'expansion volémique, c'est comme chez tous les patients, on va la guider par la clinique et par l'échographie. Et le but, c'est pas de mettre les malades en hypervolémie. Attention au risque d'acidose hyperchlorémique avec le NaCl. Donc, le soluté, le cristalloïde que vous allez choisir va dépendre de la natrémie du patient, de sa chlorémie. Et donc, choisissez soit du NaCl, soit du ringer lactate. Alors, les bisphosphonates, c'est des médicaments qui sont extrêmement puissants dans l'hypercalcémie et qui sont recommandés en première intention dans l'hypercalcémie sévère. En fait, c'est des composés qui sont des analogues des pyrophosphates qui vont se fixer sur l'hydroxyapatite. Et quand il y a un remodelage important
de l'os, eh bien, en fait, ils vont être internalisés par les ostéoclastes et ça va entraîner l'apoptose des cellules ostéoclastiques et donc l'arrêt de l'ostéolyse qui est responsable de l'hypercalcémie. Et donc, vous voyez sur l'histogramme du bas la comparaison entre un traitement par pamidronate, acide zolédronique 4 et 8 mg. Vous voyez effectivement que l'acide zolédronique est plus efficace, que 8 mg d'acide zolédronique, c'est aussi efficace que 4 mg, et que globalement, on a un effet assez rapide. Vous voyez qu'à 4 jours, on a à peu près 50% d'efficacité avec l'acide zolédronique. Alors attention, les bisphosphonates, ils ont une néphrotoxicité et le type de néphrotoxicité va dépendre du bisphosphonate qu'on utilise. En cas d'utilisation de l'acide zolédronique, on va observer des lésions de nécrose tubulaire aiguë. Et le risque de nécrose tubulaire aiguë, il est lié au pic plasmatique d'acide zolédronique. Et donc, plus on va passer vite l'acide zolédronique, plus il y a un risque de nécrose tubulaire aiguë. Et puis, on va observer des toxicités beaucoup plus tardives avec le pamidronate, avec des syndromes néphrotiques qui vont être observés chez des patients qui vont recevoir des doses élevées et répétées. Et ce sera plutôt des gyalinoses segmentaires et focales collapsantes. Alors, l'administration de bisphosphonates, elle doit être adaptée à la fonction rénale. L'acide zolédronique, il est contre-indiqué en cas d'insuffisance rénale sévère avec un DFG inférieur à 30 ml par minute. Donc, c'est pour ça que je ne l'avais pas retenu pour le patient. Et le dosage de pamidronate doit être adapté à la fonction rénale et la perfusion prolongée pour limiter le risque de toxicité rénale. Alors, les glucocorticoïdes, ils vont agir en inhibant la 1-alpha-hydroxylase et en activant la 24-hydroxylase. Tout ça, ça va entraîner une diminution de l'absorption digestive de calcium et de la résorption osseuse. Alors, la posologie, elle n'est pas bien connue. C'est 1 à 2 mg kg de prednisone ou de l'hémisuccinate. Ça marche assez vite, en 24 à 72 heures. Et l'indication des glucocorticoïdes, c'est dans les hypercalcémies d'origine tumorale, en particulier dans les hémopathies malignes et les hypercalcémies qui sont liées au calcitriol. La diurèse forcée par le furosémide, c'est un traitement ancien qui avait été proposé, puisque 20% du calcium est réabsorbé dans l'once ascendante large de ND, et puis que 80% du calcium est réabsorbé passivement par la réabsorption de sodium et de potassium. Et donc, le rationnel d'administrer du Lasix, c'est de diminuer cette réabsorption de calcium. Et puis, on administre en parallèle une réhydratation saline pour éviter d'entraîner une hypovolémie. Néanmoins, il n'y a aucune donnée dans la littérature sur l'efficacité de ce traitement. Il y a des risques majeurs, l'hypovolémie, mais aussi l'hypokaliémie, l'hypo- ou l'hypernatrémie et l'hypomagnésémie. Et donc, c'est un traitement qu'il ne faut plus utiliser, en particulier chez un patient qui a une insuffisance rénale. Mais quoi qu'il en soit, même sans insuffisance rénale, il ne faut pas utiliser la diurèse forcée par le furosémide. Alors, la calcitonine, c'est une hormone qui va inhiber l'activité des ostéoblastes et la réabsorption tubulaire de calcium. C'est finalement le traitement qui va faire baisser la calcémie le plus rapidement possible, mais en fait, elle fait très peu baisser la calcémie, et donc finalement, c'est un traitement qui est relativement inutile. Et vous voyez dans l'étude dont je vous ai présenté les résultats en bas, c'était une étude qui avait comparé chez des patients porteurs d'un cancer qui avaient une hypercalcémie sévère, l'association de la calcitonine au bisphosphonate ou les bisphosphonates seuls. Et vous voyez que la vitesse de correction de la calcémie est la même dans les deux bras et que par contre, la calcitonine, c'est un traitement qui est extrêmement cher. On a évité des surcoûts majeurs chez ces patients. Et donc, l'épuration extra-rénale, comme je vous le disais, c'est exceptionnel d'avoir à y recourir pour une hypercalcémie puisqu'on a des traitements qui sont extrêmement efficaces. Les bisphosphonates, c'est plus ou moins les corticoïdes selon l'étiologie. Attention, si vous épurez le malade, soit pour une autre indication, soit pour l'hypercalcémie, si vous utilisez l'hémodialyse intermittente, vous savez qu'en réanimation, on utilise des bains de dialyse qui sont riches en calcium. Et donc, finalement, si vous utilisez un bain qui est riche en calcium, vous n'arriverez pas à faire baisser beaucoup la calcémie. Donc, attention à ça. Et si le patient doit être épuré, en hémodialyse intermittente, utilisez un bain qui est pauvre en calcium. Donc, finalement, pour ce patient, le diagnostic, c'était un lymphome THT alvéolien, un acute leukémia. Et en fait, c'est un lymphome qui est particulier puisque les cellules lymphomateuses, elles expriment
des ligands qui vont se lier aux ostéoclastes et entraîner leur activation. Et donc, c'est assez classique chez un patient d'origine subsaharienne qui présente un tableau de lymphome avec une hypercalcémie. Il faut classiquement penser à ce diagnostic. Donc, les messages clés pour l'hypercalcémie. Donc, pensez à doser la calcémie ionisée. Ne vous fiez pas à la calcémie corrigée ou à la calcémie totale. L'hypercalcémie d'origine tumorale, c'est la première cause d'hypercalcémie sévère qui va conduire les malades en réanimation. Le traitement, il est symptomatique, c'est l'hydratation. Les bisphosphonates qu'on va adapter à la fonction rénale et on utilisera du pamidronate s'il y a une insuffisance rénale sévère. On administrera des corticoïdes chez un patient qui est porteur d'un cancer, d'une granulomatose ou qui s'est intoxiqué à la vitamine D. Alors, j'ai pas eu le temps de vous en parler, mais il y a un nouveau traitement qui est utilisé en cancérologie, qui est le denosumab, qui est un anticorps anti-RANK ligand, qui empêche l'activation des ostéoclastes, mais qui pour l'instant n'est pas recommandé, en tout cas en première intention, dans les hypercalcémies sévères. N'utilisez pas de duresse forcée au furosémide. Il y a un petit délai d'action des traitements, mais classiquement, déjà avec la réhydratation, on arrive à faire baisser la calcémie assez rapidement. Et surtout, le plus important, ça va être de diagnostiquer et traiter l'étiologie au plus vite. Je crois que j'en ai terminé. Merci beaucoup, Nike. Merci infiniment pour ces 4 cas cliniques très clairs, très pédagogiques, didactiques et très interactifs. On a le temps pour encore 2 petites questions qui ont été proposées. Alors, pour le cas clinique, l'hypercalcémie bénigne familiale est-elle aussi fréquente chez le sujet noir? J'en ai aucune idée. Je ne D'accord. saurais pas répondre, je ne sais pas. Et la dernière, quel est le mécanisme qui explique que Ah. l'hypervitamine A induit une hypercalcémie? Alors, l'hypervitaminose A, elle augmente l'absorption de calcium au niveau digestif et elle réduit l'élimination du calcium au niveau du tubule rénal. Voilà. Eh bien, c'est parfait. Merci, merci infiniment. Je crois qu'on n'a pas d'autres questions et on va libérer tout le monde. Merci Merci d'être beaucoup. resté un peu plus tard. Non, non, c'était parfait. Merci infiniment. Bonne soirée à tout le monde. Merci, bonne soirée.